Quand j'ai monté ma première boîte, j'avais toujours en tête l'exit. L'exit, donc la revente d'un projet. Je trouvais ça trop stylé de revendre sa boîte. J'avais cette image en fait que le seul moyen pour devenir extrêmement riche, c'était de vendre sa boîte. Mais en fait, après plus de 10 ans d'entrepreneuriat, après avoir revendu 20% de ma boîte pour 30 millions de dollars, après avoir revendu un projet aussi en 2020, et surtout, après avoir côtoyé des milliers d'entrepreneurs au cours des 10 dernières années, je peux te dire avec certitude que ce que tu vois dans les médias, c'est souvent de la grosse merde. Genre, que les gens, en fait, ils se rendent pas compte de comment ça fonctionne, la vente d'une boîte, que les médias sont avant tout là pour vendre de l'attention et donc plus le chiffre est élevé, plus l'article sera lu. Mais dans la réalité, quand une boîte lève des fonds, les fondateurs ne touchent pas du tout autant d'argent que ce qu'on peut penser. Et donc dans cette vidéo, j'ai envie de rentrer dans le détail de ce qu'on gagne vraiment quand on revend une boîte, de tous les coûts annexes que tu connais sûrement pas, et vraiment essayer aussi de raconter certaines histoires qui m'ont quand même pas mal achevé, surtout au cours de ces 6 derniers mois. Le premier point qui est quand même important, c'est que quand tu revends une boîte, la plupart des gens pensent que tu vas recevoir un chèque instantanément et qu'en vérité, c'est rarement le cas. Donc en fait, quand tu achètes une boîte, tu peux l'acheter de plusieurs façons possibles. Tu peux l'acheter du coup juste avec du cash, ce qui arrive assez rarement, ou avec un mélange de cash et d'actions. Donc ça, quand c'est une boîte cotée, en général, c'est pas vraiment un problème puisque les actions que tu détiens, elles sont liquides, c'est-à-dire que tu peux les revendre sur le marché au bout d'un certain temps. Donc si tu as la conviction que l'entreprise, elle va pas se casser la gueule dans les 2 ans, en fait, ton deal, il est quasiment égal à un deal cash. Par contre, lorsque les boîtes ne sont pas cotées, c'est là où ça devient très intéressant, et qu'une boîte est rachetée, et ben souvent elle est rachetée avec un mélange de cash et un mélange d'actions. Et aussi avec un mélange d'earn-out, c'est-à-dire atteindre certains objectifs afin de débloquer soit du cash, soit plus d'actions. Donc je vais te prendre un exemple dont j'ai eu pas mal de sources différentes, des investisseurs, des employés, des entrepreneurs qui sont proches des personnes en question, et ils ont tous eu globalement la même analyse du deal. Donc je peux te partager le détail de cette boîte qui s'appelle BeReal et qu'on a vu récemment acheter à plus de 500 millions d'euros. En tout cas, c'est ce que la presse avait dit. Donc là, tu te dis, putain, 500 millions, c'est vraiment génial, mais à quoi ça correspond vraiment ces 500 millions? Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les fondateurs de BeReal, donc je crois qu'ils étaient 2, est-ce qu'ils ont réussi à prendre chacun 250 millions d'euros chacun, puisque la boîte a été vendue 500 millions? Évidemment, après, on parlera des taxes et tout, tu vois, mais on va essayer de garder juste ce chiffre. Eh ben non. Eh ben non, bien sûr que non. Puisque en fait, Vodou les a rachetés avec évidemment un peu de cash, beaucoup d'actions et surtout un earn-out très agressif. Mais qu'est-ce qu'ils ont annoncé à la presse? Ils annoncent un deal à 500 millions pour que ça fasse énormément de bruit. Et donc, par définition, est-ce que c'est un mensonge? Moi, je pense que oui. Mais après, est-ce que dans la réalité, la presse le vérifiera? La réponse, c'est bien évidemment non. Donc en fait, quand tu as une boîte comme ça qui est rachetée, ce que ça envoie à l'écosystème, c'est de te dire si tu veux un énorme exit, il faut que tu lèves des fonds, il faut que tu réussisses, c'est ton seul moyen de t'enrichir. La vérité, c'est que sur ce deal, je peux vous dire, sur les 500 millions, les founders, ils ont touché quasiment rien. Ils ont touché moins d'1% des 500 millions. Ok? Donc ça, c'est un truc qui est quand même assez ouf en fait. Parce que ce qui s'est passé globalement, et je vous en avais parlé dans une autre vidéo, c'est que BeReal avait déjà levé pas mal d'argent. Je vais regarder exactement combien. Ok, donc BeReal, en fait, ils avaient levé un total de 90 millions. Ok, donc pour avoir levé 90 millions, ça veut dire que globalement, ils étaient jusqu'à la série B. Ils ont eu un seed, une série A et une série B, donc 3 tours. Ce qui veut dire qu'à chaque tour, globalement, on peut penser qu'il se dilue entre 15 et 20%. Donc en fait, à la fin, globalement, les founders devaient avoir moins de la majorité, potentiellement largement moins de la majorité, mais bon, on y reviendra après. Et globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le deal des 500 millions, comme tu avais la moitié qui était de l'earn-out, et globalement,
le reste qui était un mélange d'actions et potentiellement du coup de cash, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'ils avaient levé avec ce qu'on appelle une liquide pref, ben en fait les fonds se sont servis en premier. Donc en fait, les fonds globalement, mettons qu'il y avait 100 millions de cash, ben les fonds en fait, ils ont récupéré les 90 millions qu'ils avaient mis en premier avant de répartir les 10 millions de cash restants. Et donc c'est à ce moment-là que les fondateurs ont pu prendre un petit quelque chose. L'earn-out, de ce qu'on m'a dit, il est globalement totalement irréalisable, donc les founders le toucheront pas. Donc déjà, t'enlèves plus de 250 millions. Et ensuite, il y a les actions. Sauf que les actions, elles sont basées sur quoi? Elles sont basées sur une levée de fonds qui a été faite par Vodoo. Et en fait, le problème de ces rachats, et je peux te donner un autre exemple parce que je connais bien aussi Patrick Campbell de Profitwell qui a été racheté par Paddle. Ben en fait, le problème de ces levées de fonds, c'est quand les valorisations, elles sont totalement décorrélées de la réalité, ben en fait, toi, tu peux te servir des actions que tu as de ta boîte à une valeur décorrélée pour racheter. Mais cet argent, en fait, il vaudra jamais ce qu'il vaut. En gros, typiquement, ce que je peux dire, c'est que je te donne des actions à une valorisation à quelques milliards. Donc, j'augmente le prix théorique, en fait, du rachat. Sauf qu'en fait, dans les faits, comme ces actions, toi, tu vas devoir les acheter à un prix qui est beaucoup trop élevé, tu feras jamais de plus-value et donc tu feras jamais d'argent. Et en fait, c'est ce qui est arrivé. Donc en fait, typiquement sur un deal comme ça qui a l'air totalement fou, ben en fait, tu te rends compte que les gens, ils prennent quasiment rien. Évidemment, quand tu deviens multimillionnaire, c'est génial, etc. Tu vois, je crache pas du tout là-dessus. Mais par rapport à 500 millions, ça a rien à voir. Et en fait, à côté de ça, tu as plein de deals de boîtes bootstrap où les mecs, ils vont revendre leur boîte à peut-être 30, 40 millions, etc. Tu n'en entendras jamais parler. Sauf qu'en fait, les fondateurs, eux, ont pris tout l'argent. Et il n'y a pas eu de deal avec un earn-out, des stocks, etc., etc. Donc ça, c'est vachement important. Et la raison pour laquelle je le dis, c'est parce que pendant très longtemps, j'étais persuadé qu'en fait, tu étais obligé d'avoir des investisseurs et tout pour vraiment faire des exits incroyables, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de ça, j'ai envie de parler des coûts annexes parce que y en a pas mal. Le premier truc, c'est évidemment les avocats à payer. C'est pas le plus cher, mais typiquement sur un deal, tu vas devoir payer globalement sur un deal à 1 million, tu devras payer environ, je sais pas, 50 000 euros d'avocat. Et quand ton deal il est beaucoup plus gros, tu peux payer jusqu'à quelques centaines de milliers d'euros d'avocat. Mais avoir des bons avocats pour un deal, c'est ultra important et pour moi, c'est un investissement qui vaut le coup. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les brokers ou banquiers d'affaires. Un broker ou un banquier d'affaires, c'est globalement l'intermédiaire qui est censé gérer la négociation de ta vente. Donc, quand tu as une offre, par exemple, de quelqu'un, tu peux aller voir un banquier d'affaires. Lui, il va utiliser cette offre pour aller voir plein d'autres potentiels racheteurs et il va te ramener 10 offres et avec les 10 offres, il va les mettre en concurrence afin de trouver le meilleur acheteur pour toi. Dans des deals, donc moi quand j'avais revendu à l'époque un de mes projets Lempod, on était passé par un broker aux États-Unis qui s'appelait FE International et eux, ils avaient pris globalement 5% d'un deal qui était proche du million au total, un peu plus. Mais voilà. Et en fait, eux, leur pourcentage, il était dégressif en fonction du prix globalement de vente. Mais en vrai, sur des deals, même aller jusqu'à 100 millions, je pense que les banquiers d'affaires prennent aux alentours 2-3%. Donc, ça reste une part non négligeable, même si quand tu fais beaucoup d'argent, en fait, tu te dis que ça vaut le coup et que c'est un bon investissement. Ensuite, on va parler du point le plus important qui est du coup les taxes. Les taxes, en fait, ça dépend vraiment de là où tu es. J'ai pas envie de rentrer dans le débat est-ce que tu dois être à Dubaï pour payer 0% de taxes. Je vais partir du principe que si tu regardes cette chaîne et que tu es français en France, du coup tu as ta boîte en France comme moi. Moi en fait à l'époque où j'ai vendu 20% de ma boîte pour 30 millions, donc c'était en 2021, je détenais les parts en perso. Ce qui veut dire qu'en fait j'allais être imposé à la flat tax, donc 30%. Je simplifie un peu, on va pas rentrer dans tous les détails, etc. Mais globalement, donc 30% allait être taxé par les impôts. Donc là, tu te dis 30%, ça fait quand même mal. Oui, clairement. Donc l'État est clairement la personne qui gagne à tous les coups, ça c'est sûr.
Surtout quand tu vois comment ils dépensent l'argent. Bon, ça te fait un peu vriller, mais bon, passons. Mais du coup, ce que tu peux faire, en fait, c'est quand tu détiens tes parts en perso, tu as l'article 150.0 BTR qui consiste à faire ce qu'on appelle un apport cession. Donc en fait, au moment où toi, tu vas toucher l'argent, au lieu de prendre l'argent en perso, tu vas l'apporter à New Holding, donc une entreprise, et tu vas lui donner toutes tes parts. Et puisque tu lui donnes toutes tes parts, et ben en fait, ou une partie de tes parts, peu importe, hein, en fonction de si tu as fait une vente totale ou une vente partielle et de ce que tu as envie de faire. Et donc ça va te permettre en fait de faire ce qu'on appelle un report d'imposition. Donc en gros, tu vas reporter l'imposition jusqu'à ce que tu fermes ta holding. Mais si tu es entrepreneur, il n'y a aucune raison que tu fermes ta holding dans toute ta vie, selon moi. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tu as une obligation par contre de réinvestir dans les 2 ans 60% de ce que tu as touché. Donc ça, c'était mon cas. J'ai dû, sous 2 ans, réinvestir 60%. Et 60%, tu dois le réinvestir dans globalement des entreprises qui ont un intérêt économique en France. Donc tu peux pas investir ça dans des boîtes américaines, tu peux pas mettre ça en bourse, tu dois mettre ça dans des startups françaises qui ne réussiront jamais. Non, je rigole, mais c'est un peu vrai. Donc en fait, l'idée, c'est quand même assez simple et c'est assez bien fait, mais c'est de te dire, est-ce que tu peux réinvestir cet argent dans des boîtes qui génèrent de l'économie en France? Ce qui, selon moi, est potentiellement mieux que de donner de l'argent aux impôts, puisque quand on voit comment l'argent des impôts est utilisé, en fait, je pense que en tant qu'entrepreneur, tu as sûrement déjà créé plus de valeur que ce que l'État français ne peut créer, même s'il se sortait les doigts du huc. Voilà. Donc ça, c'est un truc que moi j'ai fait. J'ai dû réinvestir du coup 60% de ce que j'avais touché dans des startups. J'ai racheté aussi une boîte, je vous en ai parlé un petit peu avant. J'ai fait pas mal d'autres choses. Et du coup, c'est un petit peu contraignant parce que tu n'as que 2 ans. Ça te force parfois à faire des investissements qui sont pas forcément très logiques. Mais du coup, tu skips en fait ces 30% de taxes qui pour moi n'ont aucun sens. Donc en fait, c'est un truc quand même que je conseillerais de faire. Donc si t'es pas con comme moi, globalement, tu fais quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'au lieu de détenir tes parts en perso dès le début, en fait, tu les détiens via ta holding. Et là, en fait, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc, détenir ses parts via sa holding, quand tu vends ta boîte, en fait, si tu détiens tes parts depuis plus de 2 ou 3 ans, je crois que c'est 3 ans, mais à vérifier, ou 2 ans, en fait, tu as le régime Murphy qui s'applique. Et donc, en fait, globalement, tu vas payer que 4%, je crois, d'impôts. Et là, du coup, 4% sur la vente, payer ça. Et après, c'est de l'argent qui est dans ta holding et que tu peux utiliser comme tu veux. Utiliser là cet argent comme tu veux, ça veut dire que tu peux faire 2 choses. Un, si de ta holding, tu décides de te verser des dividendes pour le toucher en perso, et ben là, tu vas devoir payer la flat tax, donc 30%, ce qui fait mal. Mais honnêtement, en fait, quand tu es entrepreneur et quand tu as une holding, et ben en fait, tu peux faire tous tes investissements depuis ta holding. En fait, l'argent pour vivre, tu te le prends en salaire. Potentiellement, tu te sors un peu avec la flat tax que tu taxes avec à 30%. Oui, ça fait mal, oui, c'est relou, mais bon, au moins, tu as de l'argent pour le day-to-day. Mais par contre, tous tes investissements, là, tu peux les faire via ta holding. Et donc, du coup, ça te permet de ne pas payer les 30% sur toute la somme d'argent que tu allais te faire. Donc, en fait, comme tu peux voir, il y a pas mal de mythos déjà qui racontent des exits alors qu'en fait, ils touchent pas du tout cette somme au final. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si tu as envie vraiment de t'enrichir, déjà de 1, la structure de ta boîte, elle importe énormément. Donc moi, ce que je te conseille, parce que c'est une erreur que j'ai faite, c'est de créer une holding et via ta holding, de détenir des parts dans les différents projets que tu as. Ta holding, tu la garderas toute ta vie, c'est ton entreprise, tu fais ce que tu veux avec. Et le troisième point, c'est si tu détiens pas tes parts, en fait, faire vraiment l'apport cession et le 150.0 BTR au moment d'une revente. Quatrième point, si tu veux faire le maximum d'argent possible, je pense que lever des fonds, c'est vraiment pas idéal. J'en ai parlé dans une de mes autres vidéos parce que en fait, tu as énormément de conditions et de termes dans une levée qui peuvent te niquer et qui peuvent faire qu'en fait, au final, tu deviens un peu l'employé des fonds. Je dis pas que c'est vrai à 100% des cas, mais je dis juste que une boîte pour qu'elle lève, globalement, même s'il y a des cas vraiment spéciaux, une boîte pour qu'elle lève, il faut qu'elle ait de la traction. Une fois qu'elle a de la traction, elle peut lever à des conditions qui sont généralement déconnantes. Donc les founders, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils décident de lever beaucoup avec une valo qui est très élevée.
Alors qu'au moment où tu as de la traction, en fait, si tu étais une boîte bootstrap, en fait, tu pourrais rester maître de ton destin, maître de ton bateau, accepter que potentiellement à un moment tu vas avoir un plateau que tu grossiras moins vite et que ce plateau tu vas l'exploser un peu plus tard. Mais en fait, quand tu lèves et que tu mets une valo qui est tellement élevée, tu te mets dans une condition où en fait, t'es quasiment voué à l'échec dès le départ. Et ça, la plupart des gens, ils le voient pas. Et ils le voient que au moment où ils décident de revendre leur boîte et ils se rendent compte en fait de la réalité du marché. Que revendre une boîte, c'est extrêmement difficile. Que en fait, ils auraient pu faire une boîte rentable et se verser des dividendes pendant des années et juste garder quelque chose, on va dire, de vraiment long-termiste. Et ça, tu vois, c'est un point qui, selon moi, demande quand même beaucoup d'attention. Et franchement, je pense qu'il y a très peu de gens dans l'écosystème qui ont cette notion en tête que, en fait, si ton objectif, et évidemment, il peut y avoir plein d'objectifs, mais que si ton objectif, c'est potentiellement maximiser ta richesse, ton patrimoine, etc., la levée de fonds, c'est pas, selon moi, la meilleure des solutions pour une raison qui est assez simple, c'est que les gens qui te donnent des fonds, eux, leur objectif, c'est que tu ailles vite et all-in et ils s'en foutent que au sein de leur portefeuille, sur 10 boîtes, il y en ait 8 qui se cassent la gueule et qu'il y en ait 2 qui réussissent. Et donc, en fait, quand tu regardes ces 8 boîtes qui potentiellement avaient de l'attraction et auraient pu faire un bon business, en fait, ce qui va se passer, c'est que le founder, au bout d'un moment, il va se rendre compte que soit il revendra à la casse et il touchera rien et du coup, il va être dégoûté. Il va prendre un petit peu ou en tout cas, il vendra et puis il dira ah ouais, c'était génial, quelle aventure, trop cool, mais au fond, quelques mois plus tard, il sera deg. Soit il te dira jamais combien il a touché et il te dira en gros, je suis désolé, je peux pas partager le prix exact de la vente, c'est confidentiel. Et ça, tu l'entends beaucoup dans l'écosystème startup. En général, quand les gens ils veulent pas te partager le prix, c'est qu'ils ont pas touché énormément. Et quand ils te partagent une fourchette, en général, c'est que potentiellement, ils n'ont pas le droit de te donner le prix, mais ils peuvent te donner approximativement. Mais ça, c'est un peu ma lecture du truc. Et ça, je l'ai vérifié en fait parce que ce qui est assez drôle, c'est que maintenant, comme j'investis dans pas mal de fonds, quand il y a des exits, je suis obligé de voir en fait ce qui a été touché. Et puis pareil, après, j'ai beaucoup de potes investisseurs, donc il y a pas mal d'infos que j'ai par la suite. Et du coup, ça me fait rire quand tu vois en fait la communication publique des gens versus la réalité. Il y a vraiment des dingueries. Mais chez les boîtes bootstrap, là en fait, les fondateurs globalement gardent le maximum. Et donc moi personnellement, c'est ce que je conseillerais. Voilà, c'était la vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu et que ça vous permettra d'éviter certaines erreurs que j'ai pu faire. Je vous souhaite une excellente journée. Et sur ce, bisous!